Tout commence le 20 février 1991, au bord du boulevard périphérique à Paris, à 1h30 du matin. Elle s'appelait Catherine Choucroune. Elle avait 27 ans, et cette nuit-là, le hasard et la violence vont malencontreusement faire d'elle la première femme policière française tuée en service. Ce soir-là, le sous-brigadier Catherine Choucroune prend ses fonctions à 20h30. Nous sommes le mercredi 20 février 1991 et la jeune femme est revenue de son congé maternité depuis seulement quelques jours. Comme elle a eu son enfant, elle a demandé à travailler de nuit pour pouvoir garder son enfant dans la journée. Ce qui fait que ça faisait sa 6e journée qu'elle travaillait avec moi. Catherine Choucroune est affectée à la compagnie du boulevard périphérique, qui assure, entre autres, les contrôles radars sur les 36 km de la ceinture parisienne. Elle était volontaire effectivement pour venir dans ce service et c'était quelqu'un qui était bien dans sa peau, bien dans sa place, bien dans sa vie familiale, bien dans sa vie professionnelle, quelqu'un de tout à fait équilibré. Cette nuit-là, elle est en équipe avec le brigadier Émile Hubel. Leur mission consiste à installer et à surveiller un radar à la porte de Clignancourt. Elle faisait le même boulot que nous. Du moment qu'on arrive là, malgré la difficulté, elle soulevait. C'est quand même des batteries qui faisaient plus de 30 à 40 kilos. Elle les soulevait quand même. Il fallait traverser le périph' avec, elle le faisait. Une fois le dispositif installé, les deux policiers n'ont plus qu'à attendre patiemment la fin de leur service. Bref, une mission de pure routine. Catherine Choucroune et Émile Hubel discutent tranquillement à bord de leur véhicule, lorsqu'une voiture s'approche d'eux au ralenti. On ne réalise pas. Au moment des faits, on regarde, on essaie de comprendre, mais on ne réalise pas. 2 coups de feu sont tirés. Catherine Choucroune s'effondre. Elle est tombée dans mes bras et moi, je ne fais que regarder l'impact qu'elle avait au niveau du cou. La jeune femme est grièvement blessée. Tout s'est passé en quelques secondes et le brigadier Hubel est sous le choc. On nous a tiré dessus! À l'aide! Ça faisait 14 ans, donc 12 ans que je travaille justement sur ce service. On n'a jamais pensé qu'on allait nous tirer dessus. Donc, sur l'appareil, d'accord, mais nous tirer dessus, ça ne m'était jamais venu à l'idée. C'était le 20 février, je crois que je m'en souviendrai tout le temps. Le téléphone a sonné en pleine nuit. Le groupe de permanence de la brigade criminelle a été appelé d'une part par l'état-major PJ et le service a été saisi par le parquet, par le procureur de la République qui également s'était transporté sur place. Bonsoir, monsieur le procureur. On ne sait pas trop, hein. On est arrivé là. Les premiers éléments de cette affaire nous font apparaître qu'on n'a pas d'éléments, on n'a pas de témoignages directs, donc c'est à nous d'aller procéder à des investigations. Porte de Clignancourt, Émile Hubel était dans l'aire des pompiers, hein. Il était fortement choqué, blessé. J'ai été blessé à l'épaule et transporté à l'hôpital Hôtel Dieu dans l'immédiat. Et j'ai laissé sur place les services de secours et la collègue. Catherine Choucroune était encore à même le sol, où les pompiers essayaient vainement, le SAMU, je pense que c'était plus les pompiers, le SAMU essayait vainement de la réanimer. Pour moi, elle était déjà morte.
En fait, Catherine Chukroun décède de ses blessures 3 heures plus tard, à 4h30 du matin. Et elle laisse derrière elle un mari et Esther, sa petite fille de 5 mois. L'assassinat de Catherine Chukroun choque l'opinion publique et fait la une de la presse. En France, c'est la première fois qu'une femme flic est abattue en service. Les obsèques sont poignantes. La cérémonie se déroule à la préfecture de police de Paris en présence du ministre de l'Intérieur. Pour la compagnie du périphérique, c'est un drame incompréhensible. Pour un service, ce genre d'événement, c'est vraiment un déchirement. C'est un déchirement, c'est une épreuve, c'est quelque chose qui est à la fois extrêmement cruel et qui est en même temps sous d'un service. Je pense que cet assassinat pour les policiers a été aussi la révélation que quel que soit le service auquel on appartenait, on était aussi exposé. Et M. Chukroun s'est retrouvé tout seul avec un enfant de 4 mois en cours de sevrage. Ils étaient confrontés à la fois avec cette envie de savoir et en même temps avec cette nécessité de vivre et d'élever cette petite fille. Sans pour autant qu'ils aient perdu le moindre espoir d'avoir un jour la solution. Après s'être rendu sur place, le procureur de la République confie immédiatement l'affaire à la brigade criminelle, la CRIM. Au début de l'enquête, les policiers ne disposent que des minces éléments révélés par la scène du crime et qui se résument essentiellement à des données balistiques. On peut simplement dire qu'il s'agit d'une arme genre fusil de chasse. On ne peut pas dire si c'est un long canon, un canon superposé, un canon juxtaposé, si c'est un canon long ou un canon scié. On peut simplement dire qu'il s'agit d'un calibre 12 avec, dont les munitions utilisées ont été des munitions de chevrotine, 9 grains C1. Donc de la grosse chevrotine. Point, c'est tout ce qu'on peut dire a priori. Le premier tir a traversé la vitre de la portière avant droite. Plusieurs plombs ont touché Catherine Chukroun au niveau du cou. Un autre plomb a blessé Émy Nubel à l'épaule droite. On a défini entre 1 et 3 mètres comme distance du tir. Donc la deuxième voiture, si on a tiré de cette voiture, n'était pas loin, bien évidemment, pour arriver à cette distance. Détail intéressant, le premier tir affiche une pente de 7 degrés, comme si l'arme avait été pointée au-dessus de la voiture, et un angle de 83 degrés de l'arrière vers l'avant. Le deuxième tir, lui, a ripé sur le capot de la voiture de police. Les deux trajectoires sont pratiquement parallèles, à quelques mètres de distance, donc fatalement, il y a quelqu'un qui conduit pendant qu'un autre tire. Techniquement, ces éléments sont évidemment intéressants, mais ils n'apportent rien aux enquêteurs quant à l'identité des meurtriers et à leur mobile. D'emblée, on a pensé qu'on allait se trouver confronté à une affaire difficile à résoudre parce que, justement, le mobile nous paraissait complètement inhabituel. Catherine Chukroun, 27 ans, a été abattue cette nuit. Catherine Chukroun effectue un contrôle radar avec son collègue à bord de la voiture de patrouille. À 1h20 du matin, un véhicule ralentit, des coups de feu claquent. L'émotion du public est forte. Et les policiers tentent de l'utiliser en lançant un appel à témoins. On a les fous habituels qui sont prêts à dénoncer n'importe qui, n'importe quoi. On a aussi des règlements de compte dans le milieu aussi. Bon. Donc on s'est retrouvé avec une masse d'informations, d'appels téléphoniques, de vérifications à faire, mais bon, sans... on l'a fait jusqu'au bout, si vous voulez, bon, parce il faut qu'on le fasse, on est tenu de le faire, et puis c'est quelque chose qui peut déboucher sur la résolution de l'affaire. Dans ce genre d'enquête, il ne faut rien négliger et tout imaginer. Les policiers partent alors sur 3 hypothèses de travail. Première hypothèse, un automobiliste flashé, revenu sur ses pas pour se venger.
C'est une hypothèse que l'on ne pouvait pas écarter, puisque bon, c'est ce qui était directement lié à la présence des fonctionnaires sur place. Dès leur arrivée sur la scène du crime, les policiers ont mis sous scellé les 2 radars installés ce soir à la porte de Clignancourt. Les numéros des voitures flashées révèlent l'identité de leurs propriétaires qui sont tous convoqués et interrogés par la brigade criminelle. L'exploitation de ces photos de Trafipax faisait partie de notre travail, je dirais, d'un travail de routine. Bon, cependant, il faut bien reconnaître que nous sommes obligés de tenir compte d'une certaine logique. Et la logique en matière criminelle veut qu'il serait quand même assez étonnant que des meurtriers laissent dans un appareil photo une trace de leur visage et de leur passage. Donc pour nous, c'était quelque chose à vérifier, mais bon, peut-être plus dans la recherche des témoins et peut-être d'un élément, un élément qui pouvait et peut-être nous amener sur d'autres aspects. Vous n'avez pas vu un flash ? Deuxième hypothèse, plus crédible. Des malfaiteurs en cavale croyant à un barrage de police et qui passent en force à coups de fusil. En ce qui concerne les malfaiteurs, ils n'ont pas l'habitude, eux, de travailler pour rien. Vous voyez, ils n'ont pas l'habitude de tirer comme ça sur des gardiens de la paix. Il aurait fallu qu'ils se sentent menacés. Peut-être que des malfrats ont cru qu'il s'agissait d'un barrage, d'un contrôle de police. Pour étayer cette deuxième hypothèse, les enquêteurs lancent un avis de recherche auprès des autres services de police. Objectif : répertorier tous les incidents, altercations, accidents et délits de fuite signalés dans la soirée du 19 février dans l'ensemble de la région parisienne. De cette lourde investigation, une piste émerge. Le 19 février, vers 23 h, une Renault Express a été volée sous la menace à son propriétaire. Quelques instants, quelques heures plus tard, une autre personne se fait menacer par les occupants de ce véhicule. Deuxième indice, 1 heure après la fusillade de la porte de Clignancourt, la Renault Express volée est retrouvée place de Clichy. Donc nous nous trouvons en face d'événements qui sont particuliers au niveau du contexte, mais qui en fait ce sont des événements qui se produisent régulièrement à Paris, en banlieue. Malgré cela, les enquêteurs décident d'explorer cette piste. On ne sait jamais. La Renault Express est passée au crible. Seul et maigre indice découvert, une brosse pour chien. Elle n'appartient pas au propriétaire du véhicule, donc elle pourrait appartenir au voleur. Ça fait partie, disons, de tout cet ensemble de vérifications qui ont été faites, d'investigations qui ont été faites. Simultanément, les policiers cherchent aussi à vérifier la deuxième hypothèse, celle de truands en cavale. Et là, la brigade ratisse très large. Je suis allé en mission à Toulon, donc, pour vérifier les emplois du temps d'une équipe de trafiquants de voitures, des personnes du milieu toulonnais. On nous avait dit qu'ils étaient sur Paris au moment des faits. En fait, c'est la troisième hypothèse, celle de l'acte gratuit qui, à ce stade de l'enquête, paraît aux policiers la plus crédible. Il n'y a pas eu de règlement de compte, il ne s'est rien passé de particulier, donc on ne pouvait qu'envisager une affaire gratuite. Un meurtre gratuit, malheureusement un petit peu comme si on se trouvait à un tir de foire. Hein. L'appel à témoins lancé par la brigade porte ses fruits. Un premier témoin se présente. Monsieur Haïm est chauffeur de taxi, donc il a entendu par les médias, hein, il a entendu parler de cette histoire de coup de feu sur le boulevard périphérique, et il s'est présenté spontanément pour nous expliquer que lui se trouvait au moment des faits, à l'heure des faits, sur le boulevard périphérique à la hauteur de la porte de Clignancourt. Il avait chargé un client à l'aéroport de Roissy et il le conduisait. Et en passant au niveau de la porte de Clignancourt, là, de cette bretelle d'accès donc sur le boulevard périphérique extérieur, il a entendu 2 coups de feu. Et bien sûr, il regarde ce qui se passe, et là, il nous explique, il aperçoit une voiture qui traverse le boulevard périphérique
à toute allure, enfin, il se situe même en accélération, tout feu éteint, avec à son bord 3 personnes, enfin lui parle de 3 personnes, 2 hommes à l'avant, hein, dont le passager avec un kéfier. Et il nous parle également de la présence dans cette petite voiture noire, genre R5 ou Golf noir, d'une femme à l'arrière, d'une femme blonde, et dont il aperçoit la silhouette. Pour les enquêteurs, c'est le premier élément véritablement sérieux. Ce témoignage vaut de l'or, et encore plus s'il est confirmé par le client du taxi. À la brigade criminelle, nous avons reçu un appel téléphonique anonyme d'un homme. Alors on peut penser, c'est ce client du taxi, qui nous a dit qu'il se trouvait lui également sur le boulevard périphérique et qu'il avait noté en partie le numéro d'immatriculation de cette voiture, en partie, surtout la fin. Donc il nous donne un numéro qui se termine par PT92. Immédiatement, les policiers orientent leurs recherches vers le fichier des immatriculations et celui des voitures volées. Sur près de 20 000 véhicules fichés, le système de paramétrage en retient un peu moins d'une centaine. Débute alors un véritable travail de fourmi. Ces voitures retrouvées à un moment ou à un autre faisaient l'objet d'une attention toute particulière. C'est-à-dire que l'identité judiciaire passait sur place pour relever les empreintes, pour essayer de retrouver des traces de résidus de tir. En fin de compte, on s'est retrouvé après, on va dire, quelques mois, avec très peu de véhicules, et notamment une voiture, une Austin Metro, qui n'a jamais été retrouvée, et dont l'immatriculation, effectivement, se terminait, elle, par PT92. 300 photographies correspondant aux véhicules flashés par le contrôle radar du périphérique sont étudiées par la brigade criminelle, sans succès. Il y a eu les photos de cette journée, hein, du mois de février, et il y a eu également d'autres photos qui ont été exploitées sur des Trafipax, notamment quand cette même équipe travaillait à des endroits différents. Au final, les photos des radars ne donnent rien. Quant à l'autre piste, celle de la Renault Express, elle repose sur un seul indice bien fragile, la brosse à chien retrouvée dans le véhicule. Avec le concours d'Interpol, les policiers identifient en Allemagne le fabricant de la brosse et le nom du revendeur en France. Malheureusement, celui-ci ne tient pas de registre, impossible donc de remonter jusqu'à l'acheteur de la fameuse brosse. Les auteurs du vol de la Renault Express blanche resteront donc introuvables. L'autre piste des malfrats toulonnais se révèle tout aussi infructueuse. L'enquête a été amenée à ce niveau-là jusqu'à son extrémité. Même la piste la plus prometteuse, celle du chauffeur de taxi et de son client, semble mener à une impasse. La voiture décrite est introuvable. Et le témoignage du chauffeur de taxi ne permet pas de retrouver non plus son passager, seul autre témoin possible. L'affaire semble au point mort. En juin 91, là, on atteint déjà quelques mois après les faits, donc les choses se calment. Comme souvent, pour relancer leur enquête, les policiers vont compter sur la remontée d'informations de leurs indicateurs. Et effectivement, un appel du commissariat de Lagny-sur-Marne va relancer l'enquête. Une femme, prostituée de la rue Saint-Denis, a des révélations à faire au commandant Vasquez. Là, on commençait à toucher du doigt, à effleurer, disons, un mobile qui pouvait... enfin, pas tellement un mobile, mais des personnages qui pouvaient correspondre aux auteurs de ces faits. Devant le commandant, l'informatrice raconte avoir reçu des confidences d'une certaine Choupette, qui était le soir du meurtre dans une Austin de couleur noire, avec un gitan du nom de Pat et un nord-africain, Morad. Choupette serait une prostituée de la rue Saint-Denis, au numéro 194, où elle travaille avec une amie dénommée Christelle. Notre but, c'est identifier ces filles pour retrouver la passagère du véhicule. La mission de Vasquez et de ses hommes est donc en priorité d'identifier les deux prostituées, et ce, avec la coopération de la brigade mondaine.
À première vue, les recherches paraissent assez simples, car la rue Saint-Denis est un secteur bien connu de la mondaine. Elles se connaissent entre elles, c'est un milieu relativement fermé, mais c'est un petit milieu quand même où tout le monde se connaît. On a identifié des Christelle, on a identifié des Choupettes, on présentait la photo donc à l'informateur de notre collègue, de façon à avoir une certitude sur dire voilà, oui, c'est bien cette personne. Et ça a duré pendant des mois et on n'a jamais pu avancer. On en est resté en fait au stade de ce rapport d'information. Jusqu'au jour où, coup de théâtre, l'informatrice revient sur ses confidences et avoue aux enquêteurs avoir menti. Vasquez est dubitatif. Cette rétractation, au demeurant bien suspecte, semble cacher quelque chose. Mais quoi ? Bon, toute cette attitude nous a semblé bizarre, nous a semblé suspect. Et cette personne connaissait, bien sûr, beaucoup de monde dans le milieu des toxicomanes et des prostituées. On a pu penser qu'elle savait beaucoup plus de choses qu'elle nous avait dites, qu'elle voulait bien nous en dire. On pouvait penser aussi qu'elle protégeait certaines personnes. Bon, à nous de le vérifier. Du coup, les policiers décident de placer leur informatrice sous filature. Durant quelque temps, ils surveillent tous ses faits et gestes, puis procèdent carrément à son interpellation. Comme ça, Bâton Rompu a fini par nous dire qu'elle avait effectivement eu cette première information, et depuis, elle s'était mise à la recherche de ces personnes, et elle n'avait plus trouvé. Elle n'avait plus les rencontrer, elle n'avait plus aller plus loin dans ses recherches. Et elle se sentait un petit peu en faute et elle en a rajouté. Elle essayait de gagner du temps en pensant qu'elle allait retomber en fait sur ces gens. On n'a pas pu progresser, on n'a pas pu identifier qui que ce soit. La déception des enquêteurs est totale. D'autant que les appels aux informateurs classiques sont restés sans réponse. Visiblement, cette fois, la machine semble grippée. Ça ne sert à rien de gesticuler. Je pense qu'au contraire, il faut prendre un petit peu de recul, il faut faire des analyses et puis se rendre compte que malheureusement, nous n'avons pas beaucoup d'éléments pour travailler. Malheureusement, les informations, la masse d'informations que nous avons exploitées dans un premier temps n'a pas donné de résultats probants. Et malheureusement, il faut se mettre en situation d'attente. Mais bon, on ne peut pas non plus rester en attente sans rien faire. Sans rien faire ? Non. Ils reprennent tout le dossier à zéro. Des fois qu'un élément, un détail ait pu leur échapper. C'est un collègue de mon groupe qui a pris le dossier pour l'étudier à temps perdu, comme ça, pour voir un petit peu si on ne pouvait pas retrouver quelques indices qui nous remettraient sur les rails. Ce collègue donc, est tombé sur des photographies de voitures qui appartenaient à des gitans. C'était courant février, et ce sont des armes qui avaient été volées, je crois, dans Lyon ou quelque chose comme ça, enfin dans une résidence secondaire, qui avaient été volées par ces individus. On pouvait penser qu'ils se trouvaient en possession d'armes dans leur voiture au moment où ils passaient sur le boulevard périphérique. Ce sont des investigations systématiques, mais qui n'ont pas non plus abouti à quelque chose de déterminant, quelque chose de probant. Vous savez, dans ce genre d'affaires, il faut avoir un peu de feeling, il faut avoir de l'opportunité. Patience et ténacité, les maîtres mots dans une enquête policière. Même si pour les victimes, ces temps d'attente sont difficiles à vivre. Espoir, oui, parce que dans la mesure que, surtout qu'on me reprochait de n'avoir pas donné d'informations concrètes pour pouvoir suivre l'enquête. C'est toujours un peu frustrant d'avoir un dossier qui dort comme ça dans un placard, mais il y a toujours, on a toujours cet espoir. Fin décembre 1996, je reçois un appel téléphonique d'un collègue qui travaille à la brigade des stupéfiants, groupe des stupéfiants de Seine-Saint-Denis, un capitaine qui me dit voilà, j'ai discuté avec une personne, cette personne me dit qu'elle a des informations sur l'affaire Choucroune. Ce nouvel informateur, c'est Madame Simone, une septuagénaire, figure emblématique de la rue Saint-Denis. Devenue tenancière, elle y loue des studios aux prostituées.
Avec le temps, on peut penser que cette information a pris de la valeur. Enfin, on sait que l'information a pris de la valeur. On peut penser qu'elle est crédible. Et surtout, elle vient bien coller à ce que l'on a gardé des constatations et des premiers témoignages. Nous avons retrouvé Madame Simone, qui a accepté de témoigner, mais en conservant son anonymat. Cette personne était morte quand même gratuitement. C'était un crime qui était vraiment crapuleux. Alors, je dis pour moi, personnellement, je ne pouvais pas tolérer ça. C'est que moi, j'ai le courage de mes opinions. Je ne suis pas une lâche, voyez? Les informations de Madame Simone relancent l'enquête alors au point mort. Elle cite tout d'abord une certaine Johanna, qui se ferait appeler Nathalie, puis mentionne 2 hommes, Patrice Morel, dit Pat, ce serait lui le tireur, et un certain José, d'origine portugaise, qui serait le chauffeur. Madame Simone balance en toute conscience, et elle a ses raisons. Ça aurait été un règlement de compte ou quoi, je ne serais sûrement pas venue. Mais là, une affaire comme ça, tuer les gens gratuitement comme ça, pour moi, ce n'est pas chez moi, ça. Sur sa lancée, Madame Simone précise que la voiture utilisée le soir du meurtre est une Austin Métro noire dont l'immatriculation se termine bien par PT92. Elle indique aussi qu'aujourd'hui, les plaques se terminent par 75. Là, les choses s'emballent un petit peu parce que le numéro de la voiture qu'on a correspond bien à ce qui ressortait du travail de recherche qui avait été fait. On retombe sur cette même adresse de 194 rue Saint-Denis et on a des possibilités d'identifier des personnes. Là, on a eu un travail d'investigation qui nous a demandé quelques mois pour bien cerner toutes ces personnes. Mais le temps jouait de toute façon en notre faveur. On savait qu'on allait rencontrer des personnages qui allaient être rattrapés par leur passé. Les enquêteurs se focalisent sur Johanna, la prostituée qui se serait trouvée à l'arrière de la voiture le soir des faits. C'est une prostituée de la rue Saint-Denis. Elle a été entendue par le SRPJ de Versailles il y a quelques années de ça, pour le meurtre, au sujet du meurtre de son proxénète. Donc, toute cette information et cet élément nous permet d'identifier très rapidement la fille comme étant Nathalie Delhomme. Avec Nathalie Delhomme, Vasquez tient enfin un maillon capital pour l'enquête. Alors que les policiers étudient le profil de la jeune femme et celui de son entourage, le commandant et ses hommes repèrent un videur du fameux 194 de la rue Saint-Denis. Ce videur, c'est Azizou Lamara. Très proche de Nathalie Delhomme, il se serait vanté peu de temps après les faits et à maintes reprises d'avoir, entre guillemets, fumé un flic. Les videurs, ce sont des hommes qui sont là, qui ne sont pas considérés comme des proxénètes, mais qui pourtant apportent assistance aux prostituées et qui sont chargés de faire la police dans les immeubles. Le groupe Vasquez est en place. Les hommes sont en position pour appréhender les 2 principaux suspects, Nathalie Delhomme et Azizou Lamara. Mais ce nouveau souffle dans l'enquête a pourtant un goût amer. En effet, lors de leur entretien, Madame Simone fait un aveu démoralisant au commandant Vasquez. Cette information, elle a fini par me dire qu'elle l'a possédée depuis le début de l'affaire, quasiment. Incroyable. Madame Simone avait confié cette information à la brigade mondaine, pourtant logée comme la brigade de Vasquez au 36 quai des Orfèvres. Mais la mondaine n'a jamais répercuté l'information. Elle avait appris, à l'époque où nous avons sollicité l'assistance de la brigade mondaine, elle avait appris que les policiers s'intéressaient à une blonde prostituée qui travaillait au 194 rue Saint-Denis. Elle savait qu'il y avait une histoire de voiture noire et elle avait relevé ces éléments, Nathalie Delhomme, avec le numéro de la voiture et l'affaire de Clignancourt. Elle avait appelé ça l'affaire de Clignancourt. Donc, elle s'en est ouverte à nos collègues de la brigade mondaine qui n'ont pas cru bon de prendre en considération cette information. Voilà. Alors, pour quelle raison ? Je l'ignore. Pour moi, ça reste un mystère, d'autant qu'on les avait sollicités, ils savaient très bien qu'on était intéressés. Je dis, écoutez, la voiture que vous cherchez là, je comprends pas. La personne, elle est dans la rue, la personne, elle montre sa voiture partout, que ce soit la journée ou la nuit, la voiture est là. Alors, je comprends pas pourquoi vous venez dans notre immeuble à nous. Hein?
J'ai pas eu le temps de finir ça, que le policier m'a dit, écoutez Simone, si j'apprends que vous contactez certains policiers ici, croyez-moi, la tolérance pour vous, c'est pas la peine dans la rue, là, c'est pas la peine. Alors, vous savez, je l'ai fermé. Je l'ai fermé. Et la menace est telle que Madame Simone la fermera pendant 5 ans, avant d'avoir le courage de tout raconter. Vasquez, lui, n'aura jamais d'explication sur la non-collaboration de ses confrères de la mondaine. Malgré tout, il interpelle Nathalie Delhomme et Azizou Lamara et entend plusieurs témoins, dont un certain Marc Petot, un proche d'Azizou Lamara. Du côté des familles des victimes, l'espoir renaît. Donc c'est un choc. C'est un choc, c'est en même temps une façon de se dire qu'on n'avait pas tort d'espérer, mais en même temps ça réveille beaucoup de douleur. Et puis n'oublions pas qu'en 97, la fille de Catherine Choucroune a 6 ans, qu'elle est en âge de comprendre. Vous êtes de là, vous savez pourquoi vous êtes là? Nathalie Delhomme, comme on l'avait pensé, justement, rattrapée par son passé, émue par l'affaire aussi, parce que c'était une femme qui avait été tuée et, bon, malgré tout, ça l'avait choquée. La jeune femme a un passé lourd. Originaire de Normandie, Nathalie Delhomme arrive à Paris en 1983 à 18 ans. Très vite, elle tombe dans la prostitution et la drogue, jusqu'à sa rencontre avec un certain Lounis, début 1991. Pour lui, elle quitte tout. Le milieu, la prostitution et même la drogue. Et fin 1993, il s'installe en Normandie. En janvier 1996, soit quelques mois avant son interpellation, Nathalie Delhomme accouche de leur premier enfant, Tony. Comme la petite Estelle Choucroune, privée de sa maman à l'âge de 5 ans, le petit Tony risque lui aussi de perdre la sienne, et pour longtemps. La même personne à chaque fois. Elle ressentait cette peur, hein, d'être privée de son enfant, d'aller en prison et d'être privée de son enfant. Bon. Alors évidemment, nous on avait peu de choses, donc il a fallu qu'on joue un petit peu là-dessus, hein, beaucoup même d'ailleurs, hein, pour lui expliquer que tout dépendait de son comportement. Un comportement au demeurant bien étrange. Elle avoue d'abord qu'elle était dans la voiture à l'arrière, mais dans un état second. Puis elle se rétracte avant de confirmer à nouveau ses premiers aveux. Aveux dans lesquels elle accuse Azizou Lamara d'être le tireur. Parlez de quelque chose. Les choses auraient pu être beaucoup plus simples qu'elles n'ont été si ces personnes ne s'étaient pas trouvées dans une position inconfortable entre elles. C'est-à-dire que Nathalie Delhomme aurait très bien pu nous raconter ce qui s'était passé dans la voiture ce soir-là et se dégager de toute responsabilité, si elle n'avait pas été plus impliquée dans l'autre affaire. L'autre affaire, c'était celle de l'assassinat de son premier souteneur, retrouvé mort dans une forêt. Nathalie Delhomme est accusée d'avoir participé au meurtre. Face aux enquêteurs, dès le départ, Azizou Lamara peine à les convaincre de son innocence. Il avait le profil, c'est-à-dire que cet acte qui n'avait pas de mobile, il faut bien qu'il en ait un, mobile, de toute façon. Bon, je pense que la bêtise d'Oulamara servait largement de mobile. De plus, Azizou Lamara correspond à la description faite par le chauffeur de taxi du passager avant de la voiture. Malheureusement, ce témoin est décédé entre-temps, empêchant toute confrontation. Reste un détail essentiel de son témoignage. Selon lui, l'homme portait un kéfier. Les témoins qu'on a rencontrés, les témoins de la rue Saint-Denis et les personnes qui le connaissaient, ont pu attester qu'il portait régulièrement un kéfier autour du cou. C'est quelqu'un qui était respectueux, gentil, pas méchant, je dirais pas simplé, mais naïf, et quelqu'un qui était, qu'on profitait un peu de lui. C'était ce style-là. On voyait bien, c'est un garçon qui cherchait, à protéger, on aurait dit, les plus faibles, alors que lui était encore plus faible que les autres, quoi. Mais c'est vrai, le pire, c'est la vérité. Oulamara, lui aussi, a un passé lourd. En 1983, son père assassine sa mère à coups de couteau. Et en tant qu'aîné de la famille, il se retrouve tuteur de ses 4 frères et sœurs. C'est à ce moment-là qu'il commence à fréquenter la rue Saint-Denis et à travailler comme videur.
Mais ce parcours chaotique, tout comme ses dénégations, pèse peu face aux soupçons des enquêteurs. Il avait un casier judiciaire peu reluisant, ce qui en faisait aux yeux de la justice un mauvais garçon. Mais c'est pas pour ça que c'était un tueur de flics. Le 19 juin 1997, Nathalie Delhomme est mise en examen pour complicité d'assassinat et complicité de tentative d'assassinat. Quant à Aziz Oulamara, il est mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Incarcéré, la détention fait craquer Oulamara. Devant le juge Ricard, il avoue « Oui, il était dans la voiture, mais en simple conducteur » et désigne Marc Petot comme le tueur de Catherine Choucroune. Marc Petot est l'ancien petit ami de la sœur d'Aziz et son ancien colocataire. Il est entendu de nouveau, non plus en tant que simple témoin, mais cette fois en tant que suspect. Il se retrouve là parce que Aziz Oulamara a écrit au juge d'instruction. Aziz Oulamara a commencé par dire qu'il n'était pas dans cette voiture, puis changeant de stratégie de défense, parce que là, véritablement, c'est un grand mot, mais il a cru imaginer une stratégie de défense, il dit, bien écoutez, oui, j'étais dans cette voiture, Nathalie Delhomme était à l'arrière, nous revenions d'un plan cam, je conduisais, et Marc Petot était assis à l'avant, à la place du passager. Sur les accusations d'Aziz Oulamara, Marc Petot est interrogé par le commandant Vasquez. Petot, oui, bien sûr, il nie, il se dit victime d'une erreur judiciaire et bon, et bien sûr, il essaye de... C'est un malin, Petot, c'est un malin. Petot le malin est comme Oulamara le gentil. À l'époque des faits, tous les deux étaient videurs au 194 rue Saint-Denis. Et lui aussi, pendant son interrogatoire, va nier tout en bloc, sans jamais convaincre les enquêteurs. Il a une légende qui lui colle à la peau puisqu'on l'appelle Marco le légionnaire. Donc il y a une espèce d'imagerie qui se crée à travers notamment les déclarations d'Oulamara, selon laquelle Marc Petot, qui est un homme plutôt grand, athlétique, fort en gueule, aurait fait la Légion. Et qui dit Légion dit toujours fantasmagorie autour de gens extrêmement violents. Marc Petot est aussi très maladroit. Pour se constituer un alibi, il oriente les enquêteurs vers un témoin, qui va en fait se révéler à charge contre lui. Il nous dit, je me souviens qu'il y avait à cette époque-là un type qui était chez nous, qui habitait dans le pavillon de Saint-Ouen, c'est Scholler, Serge Scholler. Un nouveau nom, voilà pour nous quelque chose qui demande vérification. Bon, toujours pareil dans cette optique un peu de retrouver non seulement des témoins, mais peut-être aussi une quatrième personne qui était présente dans la voiture. Serge Scholler est immédiatement convoqué par le commandant Vasquez. Il confirme qu'il se trouvait bien chez Aziz Oulamara à cette époque et ajoute aussi qu'il se souvient parfaitement de la nuit du 19 février 1991. Et pour cause, c'est le jour où il est sorti de prison. Et comme il se trouvait au domicile, il nous déclare qu'il a assisté en pleine nuit à l'arrivée des deux lascars, Oulamara et Petot. Il est environ 2 heures du matin lorsque les deux complices rentrent à Saint-Ouen, bien décidés à faire la fête. En arrivant, ils ont fait beaucoup de bruit. Ils ont planté la voiture sur des plots anti-stationnement en face du logement, en face du petit pavillon là, qu'ils occupent à Saint-Ouen. Enfin, ils ont fait beaucoup de bruit, ils avaient des bouteilles, ils avaient à boire. Et en plus, Serge Scholler confirme une information capitale aux policiers. Aziz Oulamara portait bien cette nuit-là un kéfier. Marc Petot, lui, est pris à son propre piège. Son témoin de dernière minute, au lieu de le disculper, lui vaut une mise en examen le 30 octobre 1997 pour assassinat et tentative d'assassinat. Alors évidemment, on se doute bien de qui on a affaire. Ce sont des personnages un peu troubles, mi-voyous, enfin surtout voyous d'ailleurs, mi-voyous, mi-proxénètes. Donc ils formaient à l'époque un trio qui était présent dans cette rue Saint-Denis. Rue Saint-Denis, justement. Alors que Madame Simone sort de chez elle, les hommes de la brigade mondaine, furieux de sa collaboration avec le commandant Vasquez, l'arrêtent sans ménagement. La menace de la mondaine à son encontre, 6 ans plus tôt, était donc bien réelle.
Je ne l'ai pas rencontrée immédiatement, hein, parce qu'elle ne voulait pas être mise en rapport avec les policiers, avec la brigade criminelle, et elle ne voulait pas que les fonctionnaires de la mondaine soient au courant de son intervention auprès de nous sur cette affaire. Et bon, là, j'ai peut-être commis une erreur. Moi, je lui ai dit, écoutez, je ne vois pas qui oserait s'en prendre à vous si vous nous aidez dans cette affaire. Tout au moins, j'osais espérer pendant qu'on traite cette affaire. Voilà. Bon. Alors, bon, elle m'a fait confiance. On est parti, on a travaillé ensemble. Et là, ses soucis ont commencé, ses problèmes ont commencé parce que, bon, bien sûr, elle gagne sa vie avec ses studios. La brigade mondaine a un regard, bien sûr, sur la rue Saint-Denis. Ils sont à la guet et à l'affût de tout ce qui peut se passer. Ils n'ont pas vu d'un bon œil cette collaboration. Bon, alors, on peut comprendre, bon, les histoires de services de police, chacun a ses intérêts. Mais moi, ce que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est pourquoi et comment ils ont osé mettre en danger les suites du dossier. Ils ne se sont pas occupés, ils ne se sont pas préoccupés de savoir si ça allait tout faire foirer. Ils avaient une idée en tête, c'est de la faire tomber. C'est catastrophique. Hein. Pour moi, ils ont eu un comportement pas digne d'être policiers. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait été pour un règlement de compte qu'ils agissent comme ça, à la rigueur, qu'ils disent vous connaissez ces gens et ceci, cela. Mais pour une collègue à eux, c'est lamentable. Une coordination lamentable, mais malgré tout une enquête remarquable. Car à la veille du procès, le 16 février 1999, 7 ans après les faits, les enquêteurs sont capables de faire une reconstitution minutieuse des événements de la nuit du meurtre. Ils sont allés sur un plan de cam, ce qu'ils appelaient un plan de cam, ils sont allés s'approvisionner. Alors je ne sais pas s'ils ont braqué, parce qu'ils sont armés, ils étaient armés, s'ils ont braqué un dealer ou un grossiste, et ils étaient du côté de la porte de la Chapelle. Tel un puzzle assemblé, l'enchaînement des faits permet de mieux comprendre l'origine du drame. D'après ce qu'on a su, ils sont passés donc sur le boulevard périphérique, ils ont vu la voiture qui était en position en statique. Ils sont sortis à la porte de Saint-Ouen. Alors là, ils ont eu une discussion certainement en disant « T'as vu ces flics là on aurait pu faire un carton, t'es pas chiche, un truc comme ça. » Voilà. Donc ils sont sortis à la porte de Saint-Ouen et ils sont revenus sur le boulevard périphérique en empruntant la bretelle et avec l'intention de leur tirer dessus. Là, il y a une préméditation. De toute façon, bon, il faut qu'il y ait une préméditation. De toute façon, vu la façon dont s'est passé le tir, il faut qu'il y ait une préparation, même minimum, mais bon, ça suffit à une préméditation. Restent deux questions principales auxquelles les enquêteurs doivent répondre impérativement. Qui a tiré et comment? L'angle de tir et les données balistiques excluaient complètement que le chauffeur ait pu tirer, puisque de toute façon, la voiture, à un moment donné, notamment pour le deuxième coup de feu, la voiture roulait, donc la voiture a avancé, on imagine mal le chauffeur en train de tirer. Donc ça pouvait être que le passager. Sur cette base, les analyses balistiques définissent 3 positions de tir possibles. Première hypothèse, le passager avant droit est sorti de la voiture pour tirer. Là, ça paraît rocambolesque parce qu'il y a quand même 2 tirs. Il faut repartir, remonter dans le véhicule. Deuxième hypothèse, le passager avant droit a tiré assis sur la portière avant droite au-dessus du toit de la voiture. Impossible aussi, la trajectoire n'est pas compatible. Et c'est la troisième hypothèse donc qui est retenue. La seule trajectoire compatible est déterminée de cette façon-là. Il faut que le tireur ouvre la portière avant du véhicule, se mette debout sur le marchepied et tire au-dessus du pavillon du véhicule, et non pas à la hauteur du capot, mais au-dessus du pavillon. Et là, on a la trajectoire qui est compatible avec les faits. Le procès s'ouvre le 6 septembre 2000, soit 9 ans après le meurtre de Catherine Choucroune. 3 personnes sont en accusation, Nathalie Delhomme, Azizou Lamara et Marc Petot. Vous savez, quand on arrive après
près de 10 ans après la mort de votre fille ou de votre femme ou de votre sœur, il y a beaucoup d'émotions pour la famille. L'ouverture du procès tant attendu par la partie civile va lui apporter, sinon un réconfort, au moins des explications. Et la sentence en réponse à un drame familial. La famille de Catherine n'était pas là pour réclamer vengeance, simplement pour réclamer que la justice soit rendue, mais pas au-delà de ce qu'elle devait l'être. Cependant, le face-à-face avec les suspects est une épreuve difficilement supportable pour les familles. D'autant que le dossier reste complexe. Il n'y a aucun élément objectif dans ce dossier. Et ce qui est le plus triste dans ce dossier, c'est qu'on est parti d'hypothèses et on échafaude à partir de ces hypothèses. Il faut que ça rentre. Il faut que les éléments rentrent comme un puzzle, plus ou moins bien, mais il faut que ça rentre. Cités à la barre, le milieu se succède pour témoigner. Madame Simone et Serge Scholler sont également présents. J'ai dit la vérité. Dans le box, les accusés reviennent l'un après l'autre sur leurs aveux. En ce qui concerne Oula Mara, ça a été clair, j'étais pas là. J'ai rien fait, j'étais pas là. J'ai raconté n'importe quoi. Et Peto, lui, ça a été, bien évidemment, j'étais pas là. Mais peut-être que Oula Mara a participé, je sais pas. Voilà l'ambiance. Madame Delhomme, elle, c'était la douche écossaise. Un jour, un tel était là, un jour, il était plus là. Enfin bon, elle ne savait plus. Je crois que la famille de Catherine attendait beaucoup de Nathalie Delhomme dans ce procès à Paris. C'était sans doute une erreur. Parce que, même si Nathalie Delhomme est une maman, je pense aussi qu'elle était liée par son milieu, dont elle n'était pas vraiment sortie. Et que ce milieu a ses lois, que ce milieu a sa hiérarchie, que ce milieu a ses règles, et que l'omerta existe aussi. J'avais du mal à comprendre pourquoi il ne voulait pas dire la vérité de ce qui s'est passé exactement. Le dernier jour du procès, on croit à un coup de théâtre, lorsque Nathalie Delhomme passe une nouvelle fois aux aveux. Elle a attendu la fin du procès donc pour faire une déclaration larmoyante en disant qu'elle regrettait ce qui s'était passé, mais en mettant quand même en cause les deux autres. Et puis finalement, elle affirme, oui, elle était bien là à l'arrière de la voiture, camée et défoncée. Oui, Aziz Oulamara est bien le tireur. Mais en fait, non, Marc Peto, lui, n'était pas là. Alors qui croire, que croire? Les contradictions des témoignages et le revirement de dernière minute de Nathalie Delhomme ne vont pas suffire à ébranler les convictions de l'avocat général. Il requiert 20 ans de prison contre Aziz Oulamara et Marc Peto et 5 ans contre Nathalie Delhomme. On était au mois de septembre. La salle était... Il y avait beaucoup de monde, la salle était étouffante, on était tous extrêmement tendus. La cour est entrée, ils se sont assis, on a fait rentrer les accusés, la porte a grincé, on les a fait asseoir dans le box en bois, ça fait toujours beaucoup de mouvement. La présidente a dit, le délibéré, enfin, a commencé à donner la réponse. Et à ce moment-là, un énorme orage a éclaté, si bien que je n'ai pas entendu la peine qui a été prononcée contre mon client. J'étais obligée de dire, quoi ? 20 ans. Voilà. Dans un orage incroyable, comme un espèce de déchirement de je ne sais quoi. Aziz Oulamara et Marc Peto sont condamnés tous les deux à 20 ans de prison. Quant à Nathalie Delhomme, elle est purement et simplement acquittée. Pour de pures raisons juridiques, c'est que de toute manière, si elle est la femme qu'elle dit avoir été camée à l'arrière de la voiture, elle n'a aucune responsabilité objective dans le tir. Je suis allée voir Oulamara le lendemain. C'était directement, on fait appel. En novembre 2001, les condamnés ayant fait appel, le nouveau procès se tient à la cour d'appel du Val-de-Marne. Cette fois, Nathalie Delhomme est présente en tant que témoin numéro 1. Elle revient devant la cour d'appel de Créteil en qualité de témoin. Et là, elle essaye de sauver Marc Peto. C'est un peu comme un jeu de quilles. On a l'impression qu'on en sauve un en première instance et qu'ensuite, on appelle, on en sauve un deuxième. Et s'il y avait un troisième degré de juridiction, on peut se demander ce qui se serait passé. Finalement, le verdict, désormais sans appel, tombe. Ultime épreuve pour le mari de Catherine Choukroun et pour Émile Hubel. La peine de 20 ans d'Aziz Oulamara est confirmée en appel. Et à la stupéfaction de la partie civile, Marc Peto, lui, est acquitté.
La Cour a donc retenu le énième revirement de Nathalie Delhomme, qui cette fois le disculpait. Alors avec Petot, je ne sais pas pourquoi, ni comment, elle a décidé de sortir Petot du dossier. Elle pouvait le faire, elle l'a fait en toute impunité. Voilà. Donc, mais pour moi, ça reste quand même le chauffeur. L'acquittement de Marc Petot et la condamnation d'Aziz Oulamara, c'est quelque chose que la famille a accepté. L'acquittement d'Aziz Oulamara, je ne pense pas qu'elle l'aurait accepté. Le verdict de la Cour d'appel a mis fin à l'affaire Catherine Choukroun, plus de 10 ans après son assassinat. Mais il demeure une certaine amertume. Une meilleure coordination entre les services de police aurait permis d'éviter 5 années d'investigation inutiles. Finalement, la vérité ne triomphe pas forcément. Les séquelles sont restées, disons, presque 12 ans chez moi. Encore aujourd'hui, il ne se passe pas, je dirais, des jours où je pense à cet événement. Je suis contente de moi parce que j'étais jusqu'au bout. J'ai bravé en fin de compte les gens qui étaient de mon milieu, de mes connaissances, qui se disent bien et en fin de compte qui valent rien. Mourir comme ça sur le boulevard périphérique, enfin, il n'y a rien qui peut justifier ce genre de choses.